Bonjour à tous, notre rendez-vous qui est le quatrième. Donc un petit peu comme d'habitude, on va attendre que tout le monde se connecte. Ça permettra que tout le monde puisse suivre en fait tout ce qui va se passer. J'en profite le temps que les personnes se connectent avec nous pour vous encourager en fait à soit salut Angie, Delphine, soit à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Ça vous permettra d'avoir un accès direct en fait à toutes les vidéos et aux informations que l'on peut donner. N'hésitez pas surtout à partager en fait avec aussi tous vos collègues. Donc je vais me mettre en silencieux, ça sera mieux. Voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas surtout à partager, vous abonner et liker. Aussi, ce qui est important, parce qu'on a beaucoup de retours quand même intéressants par rapport à ces informations que l'on fait, sachez que nous sommes développés en section enfin, dans l'entreprise Leroy Merlin. Donc, afin d'avoir un bon niveau d'information, afin de pouvoir vous défendre, afin de pouvoir défendre vos collègues, il est important aussi qu'on puisse développer nos sections dans les magasins. Donc, n'hésitez pas, c'est assez simple à faire et assez rapide. Si vous êtes intéressé par ce positionnement, qui à mon avis est très intéressant car très humain, n'hésitez pas à vous rapprocher, soit de moi-même via Facebook, via Messenger. Donc là, il y aura ou par mail, il n'y a aucun problème et on suivra tout ça. Sinon, on a encore, ça fait 2 petites minutes, donc on va continuer un petit peu à se mettre en place et à attendre que tout le monde soit connecté. Donc là, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui se sont mis en place, que je n'ai pas eu le temps de saluer pendant que je faisais ma petite intro, donc je vous salue tous collectivement. Je suis très heureux que vous soyez là pour ce moment d'échange en fait et d'information, parce que malheureusement on ne peut pas dire que ce soit le fort de notre entreprise d'aller vraiment au devant du questionnement des salariés. Donc c'est pour ça que nous on se met à votre écoute pour répondre à vos interrogations dans cette période qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Je sais qu'il y en a en plus qui sont au travail en ce moment, donc quand ils reverront cette vidéo en replay, je les salue par avance. Voilà, donc là, on va bientôt pouvoir commencer à parler. Donc, moi, je vais en fait vous faire un petit point d'étape par rapport à la reprise telle qu'elle a été faite dans nos magasins. Donc, ça va être sur 4 thèmes. D'abord sur la prime de progrès, ce qui tend à être décidé, ce qui va se passer. Ensuite sur la prime de satisfaction client. Ensuite sur la entre guillemets remontada telle qu'elle est présentée par l'entreprise et un petit point sur le chômage partiel tel qu'il évolue actuellement. Donc, on va quand même, en préambule, faire un petit aparté concernant le port du masque. Dans le cadre de l'allocution du Premier ministre hier, il a été bien clair que le port du masque est largement recommandé. Ce sont ces termes que je cite. Vous le savez sans doute, hein, on a fait un courrier auprès du siège en demandant à ce que les masques soient obligatoires pour les clients comme pour les salariés. Voilà, ce courrier est à ce jour resté sans réponse. Donc on est un petit peu déçu de cette attitude-là parce que comme vous le savez, un masque tel que ceux que nous utilisons, qu'ils soient en tissu ou qu'ils soient de type masque chirurgicaux, ce sont des masques qui vont essentiellement protéger votre interlocuteur plus que vous.
Donc l'intérêt, c'est que votre interlocuteur en ait un aussi, comme ça fait une double protection et quelque chose qui est quand même vraiment beaucoup plus efficace. On peut constater dans les magasins que effectivement les mesures de protection sont dans l'ensemble plutôt pas mal faites, hein, faut le reconnaître. Le vrai problème, c'est ce qu'en font les clients. C'est-à-dire qu'ils sont impatients, qu'ils sont pressés, qu'ils sont sous la pluie ou qu'ils sont en plein soleil. Donc ça se bouscule, ça pousse, ça s'approche. Ça ne respecte pas la distanciation physique telle qu'elle est recommandée. Donc le fait de mettre des masques et de les rendre obligatoires serait un plus au niveau de la sécurité des salariés. Voilà. Pour l'instant, c'est lettre morte. On va commencer par un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le chômage partiel. Le chômage partiel évolue. Alors, il évolue de deux façons. La première, c'est que l'État va se défausser un petit peu, c'est-à-dire que l'État ne va plus payer que, a priori, 85% aux entreprises du chômage partiel, le reste étant à charge de l'entreprise. Important, très important pour rassurer tout le monde, ça ne modifie en rien l'allocation de chômage partiel que reçoivent les salariés. C'est simplement un reste à charge pour l'entreprise et non pas pour le salarié. Donc ça, c'est important. Qui est bénéficiaire de ça actuellement et à partir du 2 juin? Eh bien, les personnes qui sont soit considérées comme étant vraiment en possibilité de télétravail. Concernant les parents d'enfants qui ne peuvent pas être scolarisés parce que leur école n'a pas ouvert, ou qui sont les écoles ont ouvert, donc ils sont scolarisés, mais à hauteur de 1 ou 2 jours par semaine, le reste, en fait, est pris en charge par le chômage partiel jusqu'au 30 juin. Pardon, 30 juin. Par contre, autant jusqu'au 2, c'était sous la base du volontariat, autant à partir du 2, il faudra fournir un certificat soit de la mairie, soit de l'établissement scolaire, qui dit soit qu'il ne rouvrira pas, donc il est fermé pour tout le mois de juin, soit que, au vu des conditions sanitaires qui sont demandées de respecter, eh bien l'enfant du salarié sera reçu, je dis un exemple, le lundi et le mercredi. Donc ça c'est important parce que sans ce document-là, on n'est plus éligible au chômage partiel. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu du programme que je vous avais donné en préambule et ensuite je verrai avec les questions que vous posez au fur et à mesure. Donc concernant la prime de progrès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de prime de progrès tel qu'il est fait chez Leroy Merlin arrive à échéance au 31 août. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de réunions prévues afin d'établir avec les partenaires sociaux un nouveau contrat de prime. Vous avez bien compris que la plupart de ces réunions n'ont pas pu avoir lieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le contrat de prime, l'entreprise a obtenu une dérogation pour en fait refaire un contrat entre guillemets à la va-vite, c'est-à-dire qu'il va reprendre tous les termes du contrat précédent pour une durée d'1 an, simplement. La dérogation, c'est que normalement c'est sur 3 ans. Là, l'entreprise a obtenu que ce soit sur 1 an. Donc en fait, on prolonge le contrat actuel jusqu'à fin août prochain, avec une modification. Vous le savez, c'est des trimestres de prime. Donc ces trimestres-là sont en comparaison avec le trimestre de l'année précédente. Or, pour le trimestre mars, avril, mai, on ne se comparera pas en 2021 à l'année 2020, avec une activité extrêmement réduite, on se comparera à l'année 2019. D'accord? Donc, c'est la seule modification qu'il y a sur le contrat de prime tel qu'il est actuellement et qui va être, ça revient quasiment à dire qu'il va être prolongé d'1 an. Mais ça passe par réétablir un contrat pour une durée d'1 an. Donc, le trimestre prochain, donc mars, avril, mai 2021, sera à comparer pour le calcul de la prime au trimestre 2019 de ces mêmes mois.
C'est les seules choses qui changent. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des magasins qui font, et l'ensemble de l'entreprise d'ailleurs, fait des résultats assez performants en ce moment, qui vont être assez difficilement dépassables l'année prochaine, mais qui nous permettent éventuellement cette année, sur les primes d'été et de septembre, d'avoir un taux de prime plus élevé. Tout ça, ça va dépendre en fait de l'attitude du consommateur moyen. Il y a tout le monde y va de son hypothèse en fait. Hein. Certains disent le budget qui était prévu pour les vacances, énormément de personnes vont le mettre dans leur maison. Ce qui veut dire un afflux de clientèle, ce qui veut dire un afflux de chiffre d'affaires pour l'entreprise. D'autres disent que ça va servir à faire quelque chose de mieux l'année prochaine ou de constituer une épargne parce qu'ils n'étaient pas forcément sensibilisés à ça et que le fait de se dire ça peut nous arriver l'année prochaine, autant avoir un petit pécule d'avance. Et enfin, soyons clairs, il y a quand même beaucoup de pertes d'emploi, de casse sociale, beaucoup de gens en difficulté parce que moins 15% sur leur salaire, c'est énorme parce ils sont un tout petit peu au niveau du SMIC et ça les renvoie au niveau du SMIC. Donc c'est simplement maintenir un pouvoir d'achat, pas forcément aller faire des travaux dans sa maison. Donc là voilà, toutes les hypothèses en fait sont ouvertes. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Grosso modo, c'est wait and see. Hein. On verra au fur et à mesure. Là actuellement, on a plus à faire à des achats de compensation et de frustration, parce qu'il y a eu cette période où je suis dans mon salon pendant un mois et je m'aperçois qu'il a besoin d'un coup de peinture. Donc dès que je peux, je vais le faire. Maintenant, est-ce que je vais refaire toute ma maison? Est-ce que je vais acheter une piscine hors sol? Est-ce que je vais acheter un salon de jardin à 2000 euros? C'est pas du tout évident. Donc il faut être vraiment observateur par rapport à ça. Donc voilà en ce qui concerne la prime de progrès. En ce qui concerne la prime de satisfaction, vous avez pu le constater, elle n'a pas pu avoir lieu, l'enquête n'a pas pu avoir lieu dans les magasins. Donc, pour la prochaine, va être appliquée pour chaque magasin la moyenne de ces 4 dernières primes de satisfaction. D'accord? Si jamais, pour des raisons sanitaires, la prochaine enquête ne peut avoir lieu non plus, à ce moment-là, la même règle sera appliquée, c'est-à-dire la moyenne des 4 dernières primes de satisfaction. Magasin par magasin. D'accord? Voilà pour les nouveautés. Alors c'est pas officiel, c'est vraiment en cours. On en a parlé en CSE. La commission de primes en a parlé aussi et est à l'ouvrage là-dessus. Voilà ce qu'il en est et qui va être officialisé, je pense, grosso modo, d'ici la deuxième quinzaine de juin. Maintenant, on va parler de la remontada. Donc la remontada, j'aime pas du tout ce terme, mais bon, on n'est pas au foot. Hein. Le point de départ, c'est quoi? C'est durant la période donc d'activité extrêmement réduite, voire arrêtée pour certains magasins, l'entreprise a perdu 750 millions d'euros par rapport à à N-1. Donc il y a un trou dans la caisse de 750 millions d'euros. Pour bien comprendre hein, la remontada, on va dire qu'on va mettre ces 750 millions d'euros en base 100. Et on va dire tout ce qu'on va gagner maintenant en plus par rapport à nos chiffres, par rapport à nos prévisions, par rapport à tout ce que l'on vend et notre chiffre d'affaires, eh bien ça va petit à petit récupérer ces fameux 100% qui représentent ces 750 millions d'euros. Donc ça a démarré le 11 mai. Donc le 11 mai, on a mis les compteurs à 0, donc l'indice est à 0, et on s'est aperçu qu'au 18 mai, donc une semaine après, on était à 7%, ce qui est quand même assez énorme. Au 25 mai, on était à 14%, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est, enfin 14 points, hein, vous verrez sur Workplace, c'est plutôt en points, mais ça revient au même puisqu'on est en base 100. Ce qui veut dire que donc en 2 semaines d'ouverture des magasins, donc depuis le 11 mai, l'entreprise, et par votre travail hein, dans les magasins, a récupéré 107 millions d'euros en 2 semaines. L'objectif, 750 millions d'euros. Si on arrive à 750 millions d'euros, on arrive au chiffre de l'année N-1. Donc ce ne sont pas les objectifs, donc c'est-à-dire qu'on sera en dessous des objectifs, soyons clairs, mais on arrivera à récupérer donc ce retard.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur les attitudes des ménages, sur le pouvoir et la volonté d'investir, parce qu'on sait qu'il y a eu une épargne qui était très très forte, hein, l'INSEE a montré qu'il y avait vraiment une hausse de l'épargne pendant cette période de confinement. Est-ce qu'elle va être utilisée ou pas? Bon, l'avenir nous le dira, mais on est en droit de se dire que 107 millions en 25, en 2 semaines, pardon, bon, peut-être que ça va se tasser un petit peu, mais c'est quand même assez optimiste. Donc, pour le roi Merlin qui m'écoute, vous avez donc sur Workplace tous les vendredis soirs, alors c'est vers 19h, 20h, donc là je peux pas vous donner le chiffre d'aujourd'hui, mais il va encore évoluer, on va passer de 14 à je ne sais pas combien, mais c'est important de le savoir. Tous les vendredis soirs, un point est fait. Et tous les vendredis soirs, on nous dit, ben voilà, sur les 100 qu'on devait faire, on est à voilà. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines, voilà, pardon. On était à 7%. La semaine dernière, on était à 14. Voilà. Aujourd'hui, on va avoir un nouveau chiffre qui va montrer, en fait, la récupération de tout ce qui a été perdu pendant cette période de confinement. Donc, je vous encourage quand même à aller le voir sur Workplace. Alors, n'y allez pas tous les jours, ça sert à rien, hein. C'est un point qui est fait chaque semaine le vendredi, plutôt en fin de journée, hein, comptez 19-20 heures. Le dernier, il est à 19h40, donc voilà, entre 19 et 20, ou vous y allez demain matin, ça va pas changer grand chose entre les deux. Mais ça vous permet de suivre en fait le fruit de vos efforts aussi, parce que c'est quand même grâce à vous si ça marche, hein. Voilà pour ça. Le chômage partiel, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Le port du masque aussi. Donc voilà, sur le dernier live que je vous avais fait, je vous avais parlé, parce que beaucoup de personnes se posent la question, des compteurs tactiques qui ont bougé. Essentiellement défavorablement pour les salariés pendant la période de confinement, au prétexte que les salariés qui étaient programmés avec 4 semaines, si c'était 4 semaines à 28 heures, et ben à la fin de ces 4 semaines, ils avaient 4 fois 7 heures à récupérer et à faire en plus avant la fin de l'année. Pendant la suspension du contrat de travail. Ce qui nous a paru assez curieux, voire douteux. Donc, un courrier officiel a été fait à la direction qui a répondu exactement la même chose, sans plus de précision et sans aucun argument, on va dire, juridique. Donc, nous, de notre côté, on est allé faire une démarche juridique auprès d'avocats qui doivent nous donner le plus tôt possible, avec les arguments, on va dire, et les textes de loi, et, enfin, et toutes les jurisprudences qui peuvent exister par rapport à ça, une réponse, on va dire, plus précise, et qui éventuellement sera indiscutable parce que reposant sur des éléments du Code du travail. Voilà. Nous n'avons pas encore ces précisions de la part des avocats. C'est en attente, c'est en cours, on ne lâche pas l'affaire, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, dès qu'on a une information par rapport à ça, évidemment, je vous tiendrai informé. Alors, je vais maintenant passer aux questions. Donc, la première question, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Comment se passe, quel est le statut des parents qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école? Pour l'instant, si c'est un choix de ne pas mettre les enfants à l'école alors que l'école est ouverte, il n'y a pas d'application de l'activité partielle. Donc, c'est soit le parent se met en congé, soit il est en absence injustifiée. Le ministre de l'Éducation n'a pas précisé si on pouvait toujours être volontaire. Non, on peut plus hein, être le volontariat, ça s'arrête lundi. Donc à partir de lundi, ceux qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir, parce que leurs écoles sont fermées, à ce moment-là, eux, bien présentent un certificat qui va attester de ça. Et encore une fois, hein, même les écoles qui ouvrent, elles ouvrent vraiment en mode super dégradé. Donc ça veut dire qu'il y a un accueil des enfants qui est quand même extrêmement parcellaire. C'est un jour ou deux par semaine, voire un. Enfin, après, ça dépend en fait de la structure de l'école, sa structure physique. Est-ce qu'il y a des espaces plus grands que d'autres? Ça dépend du nombre d'élèves qu'il y avait par classe avant. Donc là, il y a aussi une différence entre les grosses villes et les petites villes ou les villages. Donc ça va être c'est à gérer au cas par cas.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où l'école est ouverte, mais que l'enfant ne peut pas être reçu plus de 1 jour par semaine, par exemple, eh bien les 4 autres seront pris en charge par l'activité partielle. Mais on quitte la notion de volontariat, hein, c'est important. Alors, quand je parle du 85%, c'est du brut ou du net? Oui, alors en fait, c'est ce qui est en application depuis le tout début. Quand on dit 85% du salaire, c'est 80% du salaire net parce que 70% du brut. D'accord? Donc, l'indemnisation elle-même n'a pas changé. La seule chose qui change, c'est que maintenant, l'État, au lieu de payer à 100% les salariés, elle paye qu'à 85% et le reste à charge est à charge pour l'entreprise. Mais attention, c'est pas parce que l'entreprise paye 15% de votre chômage partiel que vous devez travailler 15%. Ça n'a absolument rien à voir. Si vous êtes déclaré en chômage partiel parce que vos enfants ne peuvent pas être pris en charge jusqu'à fin juin, vous n'avez pas 15% à faire jusqu'à fin juin. Vous n'avez pas 15% de vos heures de travail. Vous avez zéro à faire parce que vous êtes maintenu dans cette situation. Après, c'est juste une facture que l'État va présenter aux entreprises. Alors, les personnes à risque sont-elles en chômage partiel? Oui, mais par contre, ça doit être vraiment attesté. Hein. Là, c'est autant jusqu'à au jour, enfin, ce week-end, pardon, on était sur des déclarations sur l'honneur, autant maintenant, tout doit être justifié de manière officielle par un médecin, qui va attester que. Si on est soi-même une personne à risque, ça peut passer par 2 cases. La première, votre médecin généraliste, qui lui va attester que votre état de santé justifie que, et qui peut être éventuellement corroboré par la médecine du travail elle-même. Alors, hein, ça c'est bon. Les plannings qui ne sont pas donnés à temps. Alors là, malheureusement, c'est vraiment la galère parce que autant on peut comprendre qu'au vu de l'activité qui est en mode dégradé et au vu de personnes qui qui ne reprendront pas en juin parce que leur enfant n'a pas de prise en charge, en fait les managers ont repris la main sur les horaires. Ce ne sont plus des horaires participatifs. Par contre, on est vendredi, si on n'a pas les horaires pour lundi, à un moment il faut qu'ils fassent quelque chose parce que ils vont vous dire oui mais c'est pas évident, mais c'est encore moins évident pour une personne d'arriver le vendredi et ne pas savoir les horaires qu'elle va faire le lundi. Parce elle aussi a une vie, elle aussi a des difficultés, donc c'est vraiment à prendre en compte. Ça, faut vraiment le faire remonter dans les CSE. Au besoin, si vous avez la possibilité, c'est de déclencher un CSE extraordinaire par rapport à ça, en disant qu'il y a un vrai besoin d'organisation, qu'il y a un besoin de respect des personnes, et que ça doit être fait avec un minimum de prévenance. Alors, l'école de ma fille m'a dit qu'elle ne prendrait que 2 jours par semaine, donc ça veut dire que je viens travailler 2 jours ou que je peux rester à la garder tout le temps. Non, si l'école prend ton enfant pendant 2 jours, ces 2 jours-là, tu vas au travail parce que ces 2 jours-là, tu n'es pas pris en charge par le chômage partiel. Alors, comment ça se passe pour un collaborateur qui a sa femme qui rentre dans le dernier trimestre de grossesse et que son médecin lui conseille de rester à la maison? Est-il en chômage partiel ou en arrêt maladie? Alors, en ce qui concerne son épouse, les futures mamans à leur dernier trimestre. Voilà. À partir du dernier trimestre, on est considéré comme sujet à risque. Donc, cette maman, future maman, pourra bénéficier d'un chômage partiel avec tous les justificatifs. Mais ça ne met pas forcément en chômage partiel son conjoint parce que la prise en charge n'est pas automatique par rapport à ça. Donc là, toujours pareil, c'est certificat du médecin, demande à la médecine du travail en disant voilà, mon épouse, voilà sa situation, 3e trimestre de grossesse, etc. Est-ce que je suis éligible ou pas? C'est pas du tout un automatisme. Des nouvelles des augmentations suite aux EDP. Alors ben là, c'est le serpent de mer, hein, comme à chaque fois. Pour l'instant, la version officielle de l'entreprise, elles ne sont pas annulées, elles sont reportées. Alors reportées jusqu'à quand, on ne sait pas. Au début, on était sur du fin juin. Je sais que la consigne a été donnée à tous les magasins
de finaliser, parce que ça n'a pas forcément été fait, de finaliser tous les EDP au maxi au 1er juin. Donc, c'est un peu curieux parce que il y a des magasins où on finit les EDP alors que les JDP, ce qu'on appelle, c'était tenu début mars. Donc bon, c'est un petit peu curieux. Mais pour l'instant, la position officielle de l'entreprise est que il n'y a pas d'annulation et il n'y a pas, on va dire, pour l'instant, d'année blanche. Pour l'instant, on est sur le report. Alors, une question très intéressante. On a des chiffres d'affaires en accélération avec un effectif réduit. Vous avez pu le constater. Est-ce que c'est pas une opportunité pour l'entreprise de dire, ben, ça peut marcher avec moins de personnes. Donc on a besoin de moins de personnes. Alors j'espère que l'entreprise aura la lucidité de ne pas croire à de telles conneries, excusez-moi du terme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, le client accepte un mode dégradé qu'il n'acceptera plus dans quelques semaines. Le client accepte la rupture qu'il n'acceptera plus. Le client accepte que le conseil soit pas forcément optimal parce que voilà, on est en période de crise. Il ne l'acceptera plus. On a bâti notre image sur ça, sur le conseil, sur la relation qu'on a avec le client. Le truc qui se passe aussi, c'est que pendant ces périodes de forte activité, vous avez tous pu le constater, il y a quand même une sacrée charge de travail qui pèse sur les épaules des salariés. Ça va être très compliqué pour ceux qui ont leurs vacances fin août d'attendre jusque-là, parce que ben, il va y avoir un épuisement des personnes, et je souhaite au plus profond de mon cœur que l'entreprise n'aille pas sur ce terrain-là, parce qu'elle va perdre tout son ADN, tout l'humain, toutes les compétences qu'on a pu avoir, tout le relationnel qu'on a pu avoir avec les clients. Si on devient un entrepôt, on marchera plus. Parce que des entrepôts, il y en a déjà qui existent et qui marchent très bien. Donc la valeur ajoutée de notre entreprise, c'est la relation qu'on peut avoir, c'est avec nos clients, le professionnalisme de tous de tous les salariés. Et ce professionnalisme, c'était ça que venaient chercher les clients chez nous. Donc j'espère vraiment, 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 vraiment du fond du cœur qu'ils vont pas taper là-dedans parce que ce serait une erreur stratégique catastrophique, tant humainement qu'au niveau du chiffre. Parce que s'ils font ça déjà, c'est avec un objectif de chiffre d'affaires qui soit de rentabilité qui ne va absolument pas durer. Qui ne va absolument pas durer. Parce que si quelqu'un vient dans un magasin dans 3 ou 6 mois et que ce magasin se présente comme se présentent actuellement nos magasins, ben, il ira commander chez Mano Mano. Hein, parce qu'il n'y aura aucune valeur différentielle et ce sera livré chez lui. Alors, est-ce normal d'avoir un compteur négatif à cause des jours fériés? Ben là, c'est pareil, hein, on attend les réponses par rapport aux avocats pour savoir ça. Alors, je vais quand même répondre en partie. Il y a des jours fériés qui sont comptabilisés dans le nombre d'heures qu'on doit faire par an. Donc, même si, admettons, on va prendre le 8 mai. Le 8 mai, beaucoup de compteurs perdent une semaine. Enfin, perdent une... je dis n'importe quoi. Perdent une journée. Et ça, c'est chaque année. Parce que, dans le nombre d'heures que l'on fait par an, on a déjà déduit ces jours fériés les fameux 11 jours fériés qui sont respectés dans l'entreprise. Donc, sur ces jours-là, oui, là, il y a le fait que ça diminue, ça c'est normal. Alors, les enfants de mon conjoint avec qui je vis depuis 4 ans ne peuvent pas reprendre l'école. Est-ce que le roi Merlin va vouloir continuer mon chômage partiel ou peuvent-ils, pardon, jouer sur le fait que ce n'est pas mes enfants alors que j'ai déclaré sur ma mutuelle et ma Upbox. Alors ça, très honnêtement, ça va dépendre de ta situation. Si vous êtes en concubinage, si vous êtes en paxé, si vous êtes marié. Donc le fait que ce soit tes enfants ou pas n'intervient pas là-dedans. C'est le statut juridique du ménage.
En fait, quand on a je suis une personne, je vis avec une autre personne qui a des enfants. L'éventuelle maladie, par exemple, de ces enfants ne me donne absolument aucun droit parce que je ne suis pas pacsé, parce que je ne suis pas marié, parce que je ne suis pas en concubinage. Et donc il y a à ce moment-là un certificat à fournir. Si ce n'est pas le cas, non, à ce moment-là, c'est ton conjoint qui pourra rester en activité partielle, pas forcément toi, si tu ne peux pas justifier que tu aies une relation, on va dire, entre guillemets, contractuelle, j'aime pas du tout ce mot, mais il faut l'utiliser avec ton conjoint. Alors, les caisses équipées sont équipées de protection pour les caisses paires. Tout le monde ne reprend pas le 2, car pas assez de caisses protégées. Ben alors là, on est sur comment dire, c'est de la responsabilité immédiate du directeur d'établissement. C'est-à-dire que lui, s'il dit, moi je ne peux pas ouvrir dans les bonnes conditions, à ce moment-là, il est tenu de ne pas le faire pour pas mettre en danger les personnes. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que, admettons, il y a une caisse sur deux qui est équipée de toutes les protections, hein, le plexi, tout ça, et ben c'est de se donner le temps d'équiper les autres de manière à ce qu'il y ait une activité qui puisse reprendre, mais tout en garantissant la protection des hôtesses. C'est juste indispensable. Certains magasins ont pu le faire parce que bah, ils avaient du plexi, parce qu'il y a aussi pas mal de ruptures là-dessus parce que tout le monde s'y met. Les restos là, ils sont à fond dedans. Ça dépend un petit peu des sites. Il n'y a pas une règle par magasin. L'entreprise n'a pas dit au magasin vous faites une caisse sur deux ou une caisse sur trois. Par contre, il est évident que à partir du moment où il y a une hôtesse sur une caisse, la caisse doit être protégée. Comment se calculent les heures à effectuer avec un chômage partiel? Enfant qui reprend 2 jours sur 4. Mais s'il reprend 2 jours sur 4, à ce moment-là, il y a 2 jours qui ne te seront pas, qui te seront décomptés en chômage partiel à hauteur de 6h93. Comme c'était avant. Avant, en fait, il y avait, je ne sais pas si vous avez fait attention au bulletin de paye, il y avait indemnité partielle, il y avait des dates, il y avait nombre d'heures avec un coefficient. Ben là, ce sera pareil, mais à la journée. Pourquoi certaines directions continuent à laisser que quelques hôtesses de caisse alors qu'il y a un surplus de clients? euh, Plusieurs cas de dépression, ouais, ben ça, faut vraiment saluer les hôtesses parce qu'elles font un boulot qui est pas vraiment simple, qui est en ce moment extrêmement difficile parce que et ça je l'ai toujours dit, hein, même avant ces périodes-là, quand quand on est dans un magasin et qu'on râle parce que ben, le conseiller de vente il est occupé, ou il m'a dit que j'avais mal fait mon truc, donc c'est normal que ça n'ait pas marché, etc., etc. Et qu'en plus je fais la queue pour payer mes achats. La personne qui dérouille et la personne sur qui je vais me défouler, c'est l'hôtesse de caisse. Et elles sont, on va dire, souvent le punching ball de ce qui s'est passé bien avant elles. C'est-à-dire qu'elles, elles ont rien fait, elles sont souriantes, elles font leur boulot correctement et elles se font dégommer par un client pas content, mais il n'est pas forcément mécontent parce que elle a oublié un article ou qu'elle l'a bipé 2 fois. Non, le client il peut être mécontent parce que au rayon peinture, au rayon plomberie, il y avait trop de monde et qu'il a attendu trop longtemps le conseiller de vente. Donc un chapeau bas pour ces personnes-là. J'espère que les lignes de caisse vont pouvoir augmenter un petit peu avec tout le renfort nécessaire pendant la période estivale, parce que sinon, ben, nos chers collègues, on va les perdre les unes après les autres. Hein. Il y a, quoi de plus normal que de craquer complètement quand on vit une situation comme ça, difficile, détériorée, tendue, et avec en plus une certaine part d'agressivité par rapport à ça. Donc il est extrêmement important que ces personnes-là soient vraiment accompagnées, soient remerciées, mais dans tous les sens du terme. Hein, c'est pas bravo, grâce à vous, on a fait notre fameuse remontada. Non, on s'est aperçu enfin après que des syndicats comme le nôtre aient poussé en disant il est absolument scandaleux que ces personnes-là soient moins payées que les autres à même niveau.
Donc voilà, c'est en ce sens-là aussi qu'il faudra savoir les remercier et surtout les mettre en place au bon moment, ne pas les faire chier, excusez-moi l'expression, sur ben non, tu prends pas cette semaine-là parce que ça m'arrange pas, etc. C'est des gens qui étaient en première ligne quand même et qui vont rester en première ligne pendant très longtemps et qui vont encaisser ben, toutes les frustrations des clients du fait que ben, nos rayons sont pas encore bien fournis à cause de ben, toutes les difficultés qu'on a. Hein, c'est pas, je dis pas que c'est pas justifié, mais ce que je veux dire c'est que voilà, les hôtesses, elles prennent tout pleine poire à la fin parce que ben, on se lâche contre une petite nana parce que ben, on a les boules parce qu'on n'a pas fait nos achats comme on voulait le faire. Donc voilà, encore une fois, je les félicite et je les admire. Vraiment, c'est chapeau, vraiment chapeau bas. Le jour férié ne doit pas être en plus du jour de repos si... Alors, le jour férié ne doit pas être en plus du jour du repos si celui-ci n'était pas fixe. Alors, le principe de base du jour férié sur les plannings. Et là, je vais citer l'accord entreprise. Quand on a un jour férié non fixe, ça veut dire le 8 mai. Le 8 mai, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Si ça tombe sur votre jour de repos habituel, ben, il peut être considéré comme jour de repos. Si c'est le lundi de Pentecôte, admettons qu'il est lui, ou le jeudi de l'Ascension, et que vous avez soit le lundi, soit le jeudi, à ce moment-là, vous devez avoir un jour supplémentaire. Et enfin, dernière règle, parce que ça par contre, il y a pas mal de chefs de secteur qui se sont donnés à cœur joie, c'est qu'on n'a pas le droit de déplacer un jour de repos habituel sur un jour férié. Je m'explique. On veut faire travailler les gens un peu plus. On va mettre tout. On est fermé par exemple le 1er mai ou le 8 mai ou le 25 décembre. Eh ben on va mettre le jour de repos ce jour-là. Alors que les gens ont d'habitude un autre jour dans la semaine. Ça, l'accord entreprise ne le permet pas. Donc là, il convient d'être vigilant par rapport à ça, de le remonter auprès des DRH en leur citant les accords entreprises. Voilà. Si vous avez besoin des accords, on vous les donnera, il n'y a pas de problème. Cas de collègue atteint du corona en magasin. Comment doit agir le comité de direction? Alors déjà, le principe c'est qu'il doit prévenir le CSE. Ça c'est une première chose. Ensuite, il doit prévenir tous les cas contacts, c'est-à-dire les personnes avec qui il est habitué à travailler, parce que ces personnes-là peuvent être amenées à être mises en arrêt maladie pendant une période de 1 à 14 jours, en fonction de ce que va définir soit la médecine du travail, soit l'ARS, soit votre médecin traitant, en vous questionnant par rapport au type de contact que vous avez pu avoir avec cette personne. L'incubation, elle est actuellement, d'après ce qu'en disent les scientifiques, entre 1 et 14 jours. Donc ça peut aller jusqu'à une période d'isolement de 14 jours. Alors, est-ce que Laurent Merlin a établi le nombre de salariés atteints par le Covid? Alors, aux dernières nouvelles, on était à 70. Euh, Maintenant, est-ce que c'en est vraiment 70? On ne sait pas. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas une obligation de le déclarer si on n'est pas en entreprise. Je m'explique. À partir du moment où vous êtes en magasin, ou en équipe, ou en entrepôt, vous déclarez le Covid, vous êtes obligé de le déclarer. Pourquoi? Parce que vous avez une obligation de votre sécurité et de la sécurité de vos collègues. Donc vous allez dire, ben voilà, j'ai été en contact avec, voilà, j'ai travaillé avec un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis atteint du Covid-19, et à ce titre, je t'informe. Maintenant, quelqu'un qui a attrapé le Covid le 20 mars et qui s'est soigné avant la période de reprise, il n'a pas obligation de le déclarer. Et donc on ne sait pas s'il l'a eu ou s'il l'a pas eu. C'est pas forcément comptabilisé. Voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu a priori à toutes les questions. Ah, je vois. Alors, une question complémentaire d'Engie. Pour les jours fériés, je voulais dire que pendant le confinement, on ne pouvait pas compter sur un jour de repos et un jour férié, soit 12 heures en moins.
Euh, non, tu dois pas avoir 12 heures en moins. Tu peux avoir une journée en moins. Parce que cette journée, tu l'aurais eu en moins si tu n'avais pas, si tu avais travaillé, tu aurais eu une journée en moins. Donc là, c'est le même principe. Le problème, c'est que on peut pas tout faire. C'est-à-dire le premier mai, par exemple, il y a pas raison que ça marche pour ça. C'est un jour férié chômé. Bon, c'est le seul de l'année, mais c'est un jour férié chômé. Magali, si j'étais en contact avec collègues Covid, je passe en isolement ou en arrêt maladie. Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est un arrêt maladie qui va entraîner un isolement. Mais l'isolement en lui-même, on va dire, c'est une mesure médicale. L'arrêt maladie, c'est une mesure administrative. Mais c'est les deux. En fait, c'est les deux. Donc, par contre, c'est important hein, qu'il y ait une communication. Alors, ne faut pas mélanger hein, la suspicion d'un cas avéré. Maintenant, on a quand même un accès au test qui est quand même beaucoup plus rapide. Donc, quelqu'un qui présente des symptômes euh, peut rapidement être détecté. Et vraiment, il faut vite informer le plus vite possible parce qu'à ce moment-là, on pourra faire le tour des personnes qu'ils ont rencontrées et des éventuelles mesures, mais là encore une fois, c'est le médecin qui décide, les éventuelles mesures qui vont être prises par rapport à ça. Alors, la prime vacances, notre directeur nous a dit en CSE qu'avec une absence supérieure à 60 jours, on ne touche pas cette prime. Faux. Alors, comment ça se passe? La prime vacances, alors c'est une prime, c'est pas un 13e mois, hein, donc c'est pour ça il va pas être versé complètement. Donc, il y a un délai de 15 jours de carence, c'est-à-dire on arrête de travailler le 15 mars. Du 15 au 30, c'est transparent. Si on reprend le 1er avril, on touche toute sa prime, ce qui n'a pas été le cas. Donc à partir de 15 jours après, on va proratiser au temps de présence. Donc je vais pas prendre les vraies dates, hein, mais je vais vous faire un exemple très rapide. Je suis en arrêt du 15 mars au 1er mai. Donc du 15 mars au 30 mars, ça n'a pas d'incidence. Du 1er mai au 30 mai, je ne travaille pas. Donc, sur les 6 mois, il y a un mois qui est enlevé. Donc, je perds 20% de ma prime. Si je m'arrête 2 mois, donc les fameux 60 jours, je perds 40% de ma prime. Si je m'arrête 5 mois, je perds 80%. Voilà comment ça marche et voilà comment ça nous a été expliqué par les affaires sociales. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'oubliez pas de liker la page, de la partager, de revenir vers nous hein, par rapport à ce que je vous ai dit au début. Si vous avez l'envie et le besoin, et parce que vous allez répondre à beaucoup de besoins en le faisant, de créer une section dans les magasins, on est à votre disposition pour vous expliquer comment ça se fait et la simplicité de la chose en plus. Hein, donc il n'y a pas s'inquiéter par rapport à ça. Ça nous permettra d'échanger avec vous, d'échanger sur toutes les informations que nous avons, sur toutes les connaissances que nous avons acquis et qu'on partagera avec un immense plaisir et qui vous permettra, un, de vous défendre et deux, de défendre vos collègues dans les magasins. Voilà, je reviens vers vous si j'ai du nouveau concernant ce fameux compteur tactique. Parce qu'il va falloir vraiment régler le problème de façon définitive. Donc dès que j'ai du nouveau, je reviens vers vous. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, bon long week-end pour les chanceux, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.